Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Alors évidemment, on va en parler, mais vous l'aurez vu passer hier. Pour ceux qui ont regardé la publication du chiffre en direct, à 14h30, un énorme couteau s'est abattu sur les marchés. Certains n'ont pas trop compris pourquoi, etc. Donc on va revenir à l'essentiel. Donc c'est la publication des chiffres de l'inflation, l'IPC. Alors déjà, il y a plusieurs choses à moduler dans la compréhension de ce truc-là. Pourquoi ça réagit très fortement? Parce qu'effectivement, je pense qu'on a eu pas mal de rattrapage sur certains narratifs qui était tout aussi faux que les autres. Hein. On l'a dit, le peak inflation, c'est probablement un narratif à la con. Et effectivement, hier, ce narratif a pris du plomb dans l'aile. Donc effectivement, le chiffre qui choque le plus, c'est celui-ci, qui tape donc pratiquement au double de ce qui était attendu par les marchés, donc qui voulait une confirmation évidente du pic d'inflation, blablabla. Bon, comme d'hab, je vous dis, c'est surtout un narratif, parce que effectivement, le pic inflationniste, on l'a probablement déjà connu. Mais évidemment, comme on va maintenir le doute pendant encore 2 ou 3 mois avant de confirmer tout ça, eh bien effectivement, à chaque fois qu'un chiffre dévie un peu de la trajectoire, tout le monde commence à dire « Ah ben non, mais du coup, alors on s'est trompé, etc. » Voilà, vous avez des headlines à la con, genre est-ce que le dollar va donc continuer, etc. Bref, donc toujours la même délire de presse économique de bien piètre qualité. Regardons de préférence les chiffres qui font du sens, c'est-à-dire déjà, je vous apprends à lire un IPC. On ne regarde pas l'IPC Core, ça c'est ce qu'on appelle la version cuisinée de l'inflation, c'est-à-dire que là on peut me faire à peu près ce qu'on veut dedans, on change les pondérations un peu comme on veut parce qu'on pense que ce truc-là est trop volatile, etc. Donc ça c'est de la merde, en fait, d'un point de vue statistique, ça ne veut rien dire, puisque étudier le suivi long terme d'un IPC dont la composante change au bon gré de ceux qui le fabriquent, c'est franchement de l'encul. On va pas se mentir, pour moi ça a autant de valeur qu'un mec qui change de stratégie tous les matins. Donc ça vaut pas franchement grand chose. Donc l'IPC Core on regarde pas. C'est lui qui est le plus décevant hier, mais évidemment c'est celui que les opérateurs de marché affichent de partout pour vendre leur délire aux particuliers. Donc si on enlève ce délire de comment on peut choquer le marché ou pas, donc d'un point de vue, c'est celui-là qui choque le plus. Donc bon, c'est pas non plus trop grave. Ok, après l'autre truc c'est de comprendre que l'étudier l'IPC en rythme mensuel alors que on a mangé un choc qui, on le voit sur les graphiques historiques, a fait ça avant, on en a déjà parlé, d'accord. On va surtout avoir ici ce qu'on appelle un rapport signal-bruit très élevé. C'est-à-dire, enfin un rapport beaucoup de bruit, d'accord, et très peu de signal. Donc ça, typiquement, étudier la dérivée première d'un marché très chaotique, avec beaucoup de bruit, c'est d'une stupidité affligeante, d'accord? C'est juste complètement con. Donc évidemment qu'il y a eu beaucoup de volatilité sur la modularité des prix, c'est débile de regarder le CPI en rythme mensuel. Ça fait mais absolument aucun sens. Regardez l'IPC en rythme annuel, ça peut commencer à donner du sens, mais surtout, putain, c'est l'IPC lui-même qu'il faut regarder. Arrêtez de regarder les dérivés, d'accord? Alors il y a la dérivée de court terme en mensuel, la dérivée un peu plus long terme, qui lisse un petit peu plus sur l'annuel, donc c'est déjà mieux. Mais putain, c'est le vrai IPC qu'il faut regarder. Donc effectivement, ce qui est assez gênant, c'est qu'en fait, hier, le marché répond surtout à ça, donc qui tape très loin du consensus. Ça, c'est en lien avec les attentes, ça c'est pas génial mais c'est pas la fin du monde, mais en soi vous allez voir que l'IPC réel, lui, il continue de baisser et tout le monde dit n'importe quoi. Donc on va continuer dans l'analyse réelle des chiffres parce que putain c'est quand même affligeant ce genre de conneries. Alors déjà, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que l'IPC, il y a aussi ce qu'on appelle l'ajustement saisonnier. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est des gars dans un petit bureau non élus qui ont décidé qu'on allait faire ci et ça sur la mesure de l'inflation et sortir un chiffre derrière. Donc déjà que je vous dis, on module ce qu'on fout à l'intérieur, ce qui est quand même franchement assez fallacieux, on continue en plus par des ajustements saisonniers. Donc si on enlève ces ajustements saisonniers, qu'est-ce qu'on voit? Oh shit, les prix baissent. Donc déjà, il va falloir se calmer quand même, hein. Ça veut dire que donc l'inflation se réduit. Là, on est en rythme mensuel, hein, d'accord? Donc en rythme mensuel, l'inflation est en contraction, donc ça fait une déflation mensuelle, si on enlève les ajustements saisonniers. Donc déjà, premier truc, au lieu de commencer à sortir les grosses étiquettes rouges, mon Dieu, to the cave, etc., il faut se dire déjà, d'autres chiffres contrebalancent et vont même dans l'autre sens. Donc la vérité se trouve probablement au milieu, et pas sur le chiffre qui est affiché partout pour dire que c'est pas bon. Ensuite, je vous ai dit, ce qui compte le plus, c'est de regarder la valeur réelle de l'indice lui-même, d'accord? Là, je regarde même avec les ajustements saisonniers, puisque bon, c'est les seules données que j'ai pu avoir ici sur Investing. D'accord? Donc ça, encore une fois, est-ce que le pic inflationniste est atteint selon vous?
Bah pour moi, oui. On voit bien que la dynamique, elle change. Ça a démarré en juillet 2020, ça a clairement accéléré au milieu de l'année dernière, et là, on voit bien que la dérivée, elle commence à se calmer. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études pour comprendre qu'évidemment, le mois suivant va être hyper important. Si le mois suivant, l'indice tape à 295, 300, ça va sentir mauvais. Mais tant qu'on reste vers 295, 296, c'est bon. On voit bien que le rythme de croissance ralentit. Donc ça fait déjà 2 ou 3 mois que ça se ralentit. Ça paraît pour l'instant difficile à confirmer. Il faudra encore 1 mois probablement avant de statuer. Bon, déjà on a ici une analyse un peu plus rationnelle. C'est-à-dire que moi-même, je ne peux pas vous dire là tout de suite si clairement on a trouvé le pic inflationniste. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que tout le monde brasse du vent pour pas grand-chose, puisque si on regarde le year-to-year du CPI, donc la version qui est non traficotée version cœur, là, c'est-à-dire où on enlève un peu les trucs qui nous font chier. Donc clairement, ici, ça baisse, hein, donc il n'y a pas de souci. Le chiffre ici continue de se contracter, ce qui permet pour ma part de prévoir que le mois suivant paraît plutôt pas trop mal, mais encore une fois, il faut faire quand même attention. Le mois suivant va vraiment nécessiter une confirmation. C'est celui qui va nous dire si clairement ce mois-ci c'était ni plus ni moins que dans la tendance de réduction du rythme de croissance et ça se confirmera le mois prochain, ou au contraire le mois prochain on repart à l'achat et là oui clairement on pourra entériner cette idée de ah merde le pic inflationniste, bon il est probablement pas encore là. Ok ? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. L'autre petite chose, je dis toujours, au lieu de regarder bêtement ces chiffres macroéconomiques qui sont pleins de bruit statistique, sans parler des pures manipulations des chiffres eux-mêmes, qui sont avérés, hein, c'est pas moi qui l'invente, je ne suis pas complotiste pour un brin, hein, mais juste, bon voilà, je m'y connais quand même à peu près en statistique, et Dieu sait que c'est quand même assez magistral quand on peut bourriner les chiffres à l'intérieur d'une statistique, quand on a pour but derrière de l'étudier à long terme. Bref, ceci dit, donc ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout ça, c'est la première fois que l'adjudication des bonds à 30 ans dépasse, là on revient sur des niveaux supérieurs à 2014. Donc c'est plus de dire le dernier pic ici qui avait été adjudiqué, oui, à 3,41. Donc on arrive enfin à dépasser ce niveau. Donc toujours le signe hein, que la politique de long terme sur les taux a clairement changé, pas juste hein, les taux directeurs, etc. Les taux réels d'adjudication, hein, donc ça c'est de l'adjudication sur le marché primaire, l'émission de dettes réelles, de dettes nouvelles, pas la revente de dettes existantes, donc se fait sur des taux supérieurs aux précédents, ce qui est pour moi donc une confirmation réelle, pas juste une spéculation, du fait que la courbe long terme des taux, hein, qui a toujours été comme ça, là, très baissière depuis des dizaines d'années, a marqué une fin. Donc on est bien dans un changement d'air. Les rythmes de taux vont effectivement aujourd'hui très probablement se conditionner par des creux sommets ascendants. Maintenant, on l'avait dit, hein, quand on était à 1,30 sur du 30 ans, il faut quand même vous mettre dans la réalité de ce que ça représente. C'est quand même de la folie. Ok, donc d'un point de vue prix, qu'est-ce que ça conditionne ? Toujours, tout le monde commence à ressortir son petit machin. Donc allons-y, on va se manger 100 points de base. Donc les attentes des opérateurs sont maintenant quasi certains d'avoir 75 points de base. Mais ça, on l'avait dit, moi ça fait déjà 2-3 semaines que je vous dis qu'on va se manger 75 et que c'est sûr. Par contre, maintenant c'est « Ah mon Dieu, on va manger 100 ». Alors là, moi je dis gros non, je ne pense pas du tout qu'on mange 100. C'est surtout que si on mange 100, la Fed nous pousse tout de suite dans la récession, comme on l'a dit, par le croisement du taux à 10 ans. Avec les Fed Funds Rate. Donc on va voir, c'est soit effectivement on maintient cette trajectoire et immédiatement après les taux continuent de monter pour garder cette distance. Donc je ne dirais pas qu'il y a 0% de chance de manger 100 points de base, mais d'une part ce serait prendre un gros risque vis-à-vis de la Fed, alors qu'une hausse de 75 points de base est tout à fait légitime, attendue par les marchés, et fait quand même son effet de maintenir la pression. C'est ce qui maintient donc le gros point d'interrogation, surtout, comme on l'a dit, sur le mois suivant, où là on aura une vraie data du CPI qui soit confirmera, soit infirmera la probabilité d'avoir vraiment un pic inflationniste derrière nous. Et si tel est le cas, ils pourront mettre 50 points de base. Si ce n'est pas le cas, on continue 75, etc., etc. Accélérer le rythme des hausses de taux, c'est stupide. Ça envoie juste le message qu'on veut péter l'économie. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des conséquences. Hein. Il s'agit de comprendre que la hausse du dollar, ce n'est pas juste intraterritorial les conséquences. Hein. Ça a des conséquences dans le reste du monde. Ça ne fera qu'accélérer la dédollarisation des transactions internationales. Thématique d'ailleurs qui a pas mal été au centre des attentions cette semaine. Donc il faut faire un peu attention à tout ça, d'accord ? Mais donc d'un point de vue macro, ce chiffre hier, mis à part les
enfin franchement, la piètre qualité des commentaires que j'ai pu en voir, la seule réalité, c'est qu'effectivement, la Fed pourrait mettre 100 points de base, mais encore une fois, ça serait pour ma part une vraie volonté politique. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, ce qui est quand même normalement le rôle principal de la Fed, ils sont supposés être data dépendante, etc. Pour moi, c'est 75, c'était vu, prévu, acté, et effectivement, maintenant qu'on se rapproche du FOMC la semaine prochaine, tout semble pointer les 75 points de base. Ce qui devrait donc rester toujours dans la même thématique, what's next, c'est-à-dire le prochain chiffre CPI, mais surtout rappelez-vous que la Fed regarde le PCE, donc c'est plutôt le prochain chiffre PCE qui va être hyper important pour décider de est-ce que la Fed va enfin commencer à nous montrer qu'elle va relâcher un peu la pression sur les taux, etc., etc. Il y a un dernier chiffre que je voudrais vous donner, alors c'est un chiffre qui n'est pas disponible sur TradingView, en tout cas pas comme ça, mais je vais vous le donner. C'est donc comment on appelle ça, merde, je ne sais pas traduire en français. Bon, enfin, en gros, c'est un chiffre qui estime quel sera le taux des Fed Funds Rate dans un an. Ce qu'on appelle un peu le final rate maintenant, c'est-à-dire celui sur lequel on pense que la Fed va construire le prochain plateau. Ce chiffre est à 4,15 ou 4,25 si ma mémoire est bonne. Et c'est exactement, moi, ce que je vous ai donné. Je pense que ce sera là le plateau de la Fed, 4,25. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça y est, le marché aussi. Là, on parle d'un marché qui peut éventuellement se trader sur l'interbancaire via des différents produits de couverture. Mais bon, bref, c'est un marché qui n'est réservé qu'aux professionnels. Ce pas les particuliers qui font mumuse. Il table a priori sur le même chiffre que moi. Et comme vous l'avez vu, si on suit bien ce schéma qui est le mien, c'est-à-dire celui de dire que même si on se remange 75 points de base, le fait qu'on ait étiré la durée entre les deux hausses, ça a fait baisser la dérivée première, c'est-à-dire le rythme de croissance. Et donc, dans cet intérêt-là, c'est bien de comprendre que la baisse du rythme de croissance, pour moi, ça annonce le fait qu'on devrait manger que 50 le prochain, etc. Et si on suit ce rythme, d'accord, de réduction logarithmique, pour ma part, ça tend vers un modèle qui semblerait dire 4,20 serait effectivement la target de moyen terme à horizon 1 an pour les hausses de taux. Et ce qui est bon, encore une fois, c'est de voir que les professionnels du marché semblent avoir la même target que moi. Donc, ça montre que je suis peut-être pas complètement débile dans mes assumptions. Maintenant, il s'agit encore une fois d'un modèle qui est donc associé à des stratégies qui auront elles-mêmes des gestions du risque. Mais pour l'instant, moi, ma stratégie, ça avait été d'encaisser une partie de mes shorts sur les bons du Trésor américain et de laisser filer. J'envisage clairement de clôturer le reste de ces positions vers le début octobre, puisqu'on va entamer la phase donc de resserrement, à mon avis, du rythme de croissance, c'est-à-dire ralentissement de l'agressivité des hausses de taux. Évidemment, je garde toujours ces T-bonds pour l'instant short en couverture au cas où je me trompe, puisque si effectivement on mangeait 100 points de base et une forte accélération des taux, ce sera mon hedge, puisque là, clairement, si c'est ça qui se passe, on va se faire démonter sur la plupart des marchés à risque. Les cryptos vont probablement prendre un peu cher et le marché action également. Voilà un peu ce qu'il y a à dire. Donc, comme toujours, on l'a dit, n'interprétez pas les chiffres bêtement et ne laissez surtout pas les gogoles de la presse économique vous laisser dire ce que vous devez penser. D'accord ? Donc, les chiffres ne sont pas du tout mauvais, mais effectivement, comme on peut vous le laisser penser, effectivement, tout le monde court. L'euro-dollar, c'est le deuxième truc à regarder. Pas de cassure de support. On a juste un gros avalement baissier, mais jusqu'à cela ne tienne, on revient chercher d'anciens supports. Pour ma part, ça reste des zones sur lesquelles je ne vois pas du tout l'intérêt de mettre en place des stratégies vendeuses. On commence enfin, elle sort à peine, à retrouver une trail-line acheteuse qui veut nous dire que pour la première fois depuis un bon moment, on voit enfin un potentiel début de contrôle de prix des acheteurs. Donc on va voir combien de temps ça dure. Moi pour ma part, encore reste au-dessus des plus bas. Je ne m'inquiète pas outre mesure. Sur l'USD Yen, vous voyez bien que ça sent toujours le piège à con. On l'avait dit, celui-là est complètement débile dans sa manière d'être spéculé. Ne regardez pas l'USD Yen en daily, c'est vraiment en mensuel et la clôture est dans 16 jours. Donc pour ma part, tant que dans 16 jours, on clôture avec des trucs comme ça, je ne me pose pas la question. Si dans 16 jours, on clôture avec une bougie qui clôture dans la partie basse, c'est-à-dire avec au moins 50% de l'amplitude qui est laissée en mèche haute, là, je pourrais me dire, OK, on peut encore bosser à la vente sur l'USD Yen, mais pour l'instant, moi, c'est vraiment le mensuel qui me décidera. Et tant que j'ai pas de signaux mensuels, au moins de faiblesse mensuelle, il me semble qu'il s'agira de rester très très prudent. Pas d'achat sur l'USD Yen, je le redis, attention, si vous suivez ces narratifs à la con alors qu'on tente d'accélérer avec des bolingers fermés, vous allez vous faire dégommer la gueule. Donc ça, c'est typiquement le genre de marché qui peut se retourner violemment
On l'a vu à court terme, d'un point de vue technique, ça paraît assez peu probable. Beaucoup de vendeurs ont été piégés, ce qui va probablement conditionner un range. Donc qu'est-ce que ça nous laisse au final? Ça nous laisse que le dollar il est dans la même situation pour moi que l'USD-Yen, c'est-à-dire qu'il tente d'accélérer avec des bornes de volatilité fermées, ça pue la merde, et ça sent clairement qu'on va corriger au mieux des ranges, le temps d'ouvrir ces bandes de Bollinger, ou au pire on va se manger à 180 degrés, c'est-à-dire voilà. Donc à l'achat sur le dollar, ça ne fait aucun sens technique. Vous prenez beaucoup de risques, puisqu'on l'a dit, le risque de renversement n'est pas nul, mais en attendant, tenter de s'y exposer, c'est pas non plus très malin, puisqu'on l'a vu à court terme, il y a quand même beaucoup plus de probabilité d'avoir quelque chose de plutôt flat. Donc pour les vendeurs, l'objectif est relativement limité, les risques le sont aussi, mais grosso merdo, arriver à obtenir des ratios rendement d'1 pour 1 là-dedans, c'est le maximum que vous arriverez à avoir. Autrement dit, se mettre contre le flux acheteur pour récupérer des ratios risque rendement d'1 pour 1, bon, perso, je pense que le capital est mieux octroyé ailleurs pour l'instant et il vaut mieux dans ce cas-là attendre que la situation propose des gestions du risque plus avantageuses. Pour les longues, comme je vous dis, quel est le risque? Le risque, c'est que si vous ne mettez pas de stop loss, vous allez vous faire dégommer et si ça c'est un sommet trimestriel. Ça veut dire derrière, on s'écroule jusqu'à 2026, peut-être même plus. Donc il faut vraiment faire attention. Là c'est pareil, c'est-à-dire celui qui achète ici, s'il ne met pas un stop loss et que ça se renverse, il est mort. Hein, mais mort, parce que lui il va vraiment perdre. Et puis il vise quoi? Concrètement, qu'est-ce qui peut viser le dollar? Pour ma part, là, mis à part viser un débordement ici à 123, et comme on l'a dit, c'est pas possible. Avec les bornes de volatilité, ici, soit il faut un vrai cataclysme mondial, soit ces zones-là ne seront pas atteintes avant 2025. Donc pareil, il va falloir être très patient. Et puis, est-ce qu'on achète une zone ici en visant 2025, en se disant, de toute façon, on va tout enfiler en ligne droite? Moi, ça me paraît quand même, encore une fois, assez peu probable. Donc à court terme, que ce soit acheteur comme vendeur, les ratios risque-rendement ne sont pas intéressants. Je dirais que pour les acheteurs, des replis peuvent éventuellement être mis à profit, où là on aura effectivement la possibilité d'entrer avec des meilleurs prix et donc de réduire le risque potentiel de perte, en tout cas le montant éventuel de la perte. Ça permet de redonner des potentialités acheteuses. Donc je reste toujours sur la possibilité que des ranges se forment, parce que pour acheter, il faut attendre les replis. Petits, je ne vais pas parler de gros replis, parce que si on a des gros replis, c'est le signe que c'est game over, et qu'on n'avait rien à foutre là-bas. Je me rappelle que quand vous avez des targets de break dans des ranges, c'est généralement qu'on va construire des bornes. Tout comme à l'époque, tout le monde se chauffait la bite ici, vous voyez bien qu'il ne s'est rien passé derrière, on a juste fait une belle borne de range. Et je vous parie ce que vous voulez qu'on est en train de faire la même chose. Mais bon, restons plutôt pragmatiques, donc favorisez plutôt du range sur le dollar que des stratégies tendancielles, et encore plus si elles sont alimentées par des délires fallacieux, type le pic inflationniste n'est pas derrière nous, le pire est à venir, tutti quanti. Donc on fait un peu attention à ça. Sur les indices, bon clairement ça n'a pas été super méga bon, mais on va pas se mentir, en mensuel il se passe toujours rien, d'accord? En hebdomadaire, rien non plus. On a quand même une bougie hebdo en cours qui a cassé le point haut de la bougie précédente et qui se tient toujours au-dessus du point bas. Donc, est-ce que c'est la fin du monde, on va tous mourir? Non. Mais c'est vrai qu'une journée comme hier, ça fait mal sur les graphiques, puisque tous ceux qui étaient boules, moi y compris, et qui ont acheté ce bottom, tous les gains s'envolent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas récupéré vos profits avant, vous n'avez plus rien. Voilà. Ou en tout cas plus grand-chose. Donc pour ma part, ça reste toujours la même stratégie. Il me semble que c'est sur ces horizons-là qu'il faut s'investir, c'est-à-dire au sein de ce range daily, et que les zones spéculatives, CF brief annuel, brief hebdo, se trouvent toujours sur ces zones grises, où là, pour ma part, celui qui pose une vente dans cette zone-là, il est juste complètement illuminé. Donc c'est vraiment ici que ça s'achète. Donc là, moi, j'avais payé, et clairement, je vous assure que si je me fais stopper, je repérais dans cette zone, avec de nouveaux signaux, etc. Mais là, moi, c'est la zone où, quoi qu'il arrive, je cherche que des stratégies acheteuses, et j'essaie de prendre des trades en intraday, et dès que je vois des signaux de validation, je tiens les positions sur les UT supérieures. C'est plus, on va dire, de la spéculation fine, parce que l'indécision dans ce marché est totale. Et comme on l'a dit, pour moi, la zone daily ici m'oblige à rester à l'achat dans cette zone-là, d'un point de vue stratégique. Par contre, et ça on l'avait dit, et je vais le redire, on avait bien dit qu'en gestion du risque un peu plus fine, sur le 4 heures, ce n'est pas le time frame de référence. On l'a vu, la gestion à faible risque, elle est sur le daily. Le range est mature, donc les zones de gestion sont là. Mais si on veut affiner un peu sa gestion du risque, on se rappelle tous que ça, pour moi, ça m'a vraiment choqué. C'est là où j'avais payé sur la moyenne et où je me suis mangé un joli stop loss. Donc le délire étant de dire, cette alerte-là, elle va durer encore jusqu'à début octobre.
d'accord, à peu près 4-5 boîtes de contexte. Et le problème de ce truc-là, c'est qu'on l'a vu, c'est très antagoniste avec ce qu'on avait vu au préalable. Ici, on manquait de volatilité, signe que le marché voulait aller chercher les bornes de volatilité, mais généralement, quand on le fait entre la moyenne et la borne, là, on avait dit, ça veut dire, hein, attention, il y a quand même la probabilité d'aller taper celle-là. Et ça pourrait faire mal à pas mal de monde. Effectivement, pour moi, la bougie d'hier, en daily, ça se voit qu'aussi en 4 heures, elle a été extrêmement directionnelle. Ça réveille effectivement les cicatrices de Popo, qui avait démonté le marché de ça quelques semaines. Donc moi, je reste dans la possibilité qu'on ait l'amorçage d'un deuxième flux qui nous ramènerait horizon tout le mois de septembre vers ces fameuses bornes de Bollinger Basse, tout en restant dans la zone de soutien des stratégies daily. Hein, puisque, attention, ça ne veut pas dire si on passe sous la zone grise, c'est fini. Ça veut juste dire que, bon, c'est une zone FIBO, c'est dans cette zone FIBO que, pour ma part, il est interdit, formellement interdit, de tenter n'importe quelle vente. Hein. Voilà. Ça veut juste dire celui qui vend là-dedans, il est con, et j'hésiterai pas, au moins de signal acheteur, à me foutre contrepartie. Mais par contre, le but, c'est pas d'acheter comme un débile là-dedans, n'importe comment. Donc, c'est vraiment d'attendre des gestions du risque. Mais toutes les gestions du risque acheteuses dans cette zone grise sont pour moi des stratégies qui méritent d'être traitées en termes de positionnement du capital. Donc voilà un peu le délire. À court terme, franchement, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on passe d'un momentum complètement suracheté au momentum survendu en l'espace de 3 bougies. Moi, j'appelle ça le momentum shakeout, c'est-à-dire on secoue bien la machine à laver des concons. Évidemment, tout le monde s'agite et il va de sa petite interprétation. Ah, le chiffre n'était pas bon, peak inflation, machin, je sais pas quoi. La réalité, c'est comme on l'a vu, les chiffres sont très contrastés, difficiles à analyser. Et en plus de ça, la situation technique sur les UT de plus court terme, qui peuvent donc être impactées par ces catalyseurs, clairement, la ligne n'est pas propre, puisqu'on a des alertes de volatilité et que ça pourrait encore durer jusqu'au mois d'octobre. Donc, ce que ça veut dire, c'est arrêter de réagir comme des gros débiles à la volatilité. En soi, la seule chose qui se passe depuis pratiquement 3 semaines, c'est qu'on fait mumuse autour de la moyenne. Et comme on l'a dit, ça nous dit que tôt ou tard, on va chercher à frapper ces bornes de volatilité. L'une des deux, au moins, probablement même les deux. Donc, ce que ça nous dit, c'est que tant qu'on fait les gogoles autour de la moyenne, pour ma part, ça ne fait que resserrer ces bandes de Bollinger jusqu'à ce qu'on trouve un narratif pour aller chercher une ou l'autre. Moi, comme je vous l'ai dit, je préférerais clairement avoir la borne basse puisque mon objectif est plutôt acheteur. Maintenant, il va de soi que si on va frapper la borne haute, je ne serai pas vendeur, parce que pour moi la zone vendeuse se trouve ici, mais je ne serai pas tranquille non plus, puisque ça m'invitera éventuellement à avoir de forts replis. Donc moi je dirais plutôt pour les vendeurs, oui clairement vous c'est là et là qu'il faut travailler, là en 4 heures, là en daily, et vous pouvez tout à fait tenter les deux bornes, c'est-à-dire tenter de vendre la borne ici, et puis si ça ne marche pas, tenter une deuxième vente avec un stop loss au milieu, et si ces deux zones-là cèdent, désolé les cocos, mais c'est ATH, hein, voilà. Et par contre, pour les acheteurs, la zone à défendre, c'est celle-là, et éventuellement être assez intelligent si on traite dans cette zone grise pour ne pas mettre son stop-loss sur la borne de volatilité. Donc, essayer de réduire les tailles de position et d'augmenter la taille du stop-loss pour incorporer, à mon avis, cette grosse zone qui doit incorporer un stop-loss sous la borne de volatilité. Puisqu'on a donc cette alerte qui dure, pour ma part, jusqu'au mois d'octobre, dans laquelle des facteurs externes, je ne vais pas vous mentir, pour moi, ça pue les facteurs macro, pourraient franchement décaler les prix assez significativement, à mon sens, pour offrir de meilleures opportunités d'achat. Voilà un peu le délire. Côté crypto, très franchement, c'est la même douille en version XXL, puisque c'est comme d'hab. Dès que ça renifle à Wall Street, on va mourir côté crypto. Donc effectivement, ici, qu'est-ce qu'on a, bordel? Mais c'est juste toujours la même chose. C'est incroyable de voir les gens discuter dans les ranges et en plus sur les médianes. Donc, on l'a dit, Ethereum, le deal, c'était de créer un range autour de la moyenne ici. Bon, voilà, la structure du range, tout le monde va interpréter, ah, ça baisse super fort, des sommets descendants, donc on va casser le machin, je sais pas quoi, ou alors on a fait un flag, mais... Enfin bref, ces gens-là me fatiguent. C'est incroyable. Donc bref, on est en train de former des ranges dans des ranges, dans des ranges de ranges de ranges. Donc bref, putain, arrêtons d'effraîchir n'importe comment. Ok, c'est juste de se dire, tout ça, ça sert à rien. D'accord? C'est tant qu'on casse pas ni ça, laissez parler les cons.
Il n'y a vraiment rien de plus à faire. Vraiment, là, il n'y a aucune gestion autre que ça en 4 heures. Et en 4 heures, c'est du range dans du range, etc. etc. Hein, d'accord, le daily, c'est un gros range aussi. Mais comme on l'a vu ici, on a sévèrement pété la structure de prix avec ces grosses dévaluations. Donc pour ma part, la question reste toujours la même, celle qu'on a couverte en long, en large et en travers dans les vidéos éducatives sur les patterns de dévaluation. Quand vous avez un actif dont la valeur à moyen terme est clairement orientée à la hausse, avec une structure de prix haussière, hein, ça veut dire creux, sommet, ascendant, tutti quanti, putain, quand on mange d'un coup un écrasement littéral des prix en one shot, en ligne droite, avec des moyennes qui s'écrabouillent, alors que les moyennes du T supérieur sont toujours en train de monter, bordel, c'est probablement le signe que vous avez eu affaire à des dévaluations, c'est-à-dire des boucles de rétroaction extrêmement négatives sur les prix. Généralement, elles sont associées par des dissensions psychologiques profondes qui font que les investisseurs commencent à voir une baisse là où il n'y en a pas. Et généralement, ces marchés, tout comme les bulles passent de haussier à baissier, ces marchés-là passent de baissier à haussier sans former de range. Autrement dit, attention à ceux qui s'attendent à voir des points bas, etc. C'était plus une alerte qu'une condition sine qua non. J'ai pas dit attention, il faut vite acheter tout ce qui traîne, etc. Mais juste de dire attention à vos gestions du risque. Ceux qui attendent des points bas, ça me paraît peu probable. Mais pire, ceux qui parient sur ces replis des prix vont probablement se manger des stop-loss. Maintenant, un stop-loss, ça fait partie du jeu. Comme j'ai dit, si vous avez une stratégie vendeuse, putain, exploitez-la en fait. J'ai jamais dit que vous deviez me suivre. Je dis juste, surtout, n'oubliez pas de prendre ces stop-loss. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'émission justement sur ces patterns de dévaluation. Ce qu'elle conditionne, ce sont des gens qui s'enfoncent dans un scénario vendeur alors que leur idée de base c'était d'acheter, et surtout ces gens-là vont arriver à se convaincre de façon complètement conne qu'il ne faut pas déclencher les stop-loss, que c'est un piège et que ça va d'un coup s'écrouler. Putain, si vous vendez, acceptez vos stop-loss, quoi. C'est vraiment la base du message que je vous avais envoyé dans cette vidéo. C'est pas de dire faut acheter n'importe comment non plus. Moi j'ai acheté en bas, hein, donc j'en ai rien à foutre. C'est de dire au pire maintenant je risque un stop loss. Mais il faut surtout pas, d'accord, refuser de de stop loss si vous vous positionnez sur les ventes. Ok ? Comme on est actuellement en train de former des ranges, dans un range, il y a un équilibre des forces, acheteuses, vendeuses. Donc vous pouvez tout à fait avoir des stratégies vendeuses dans ces ranges. Je vous ai par contre dit que tant que la pattern est active, et pour l'instant on est sur la plus grande zone d'indécision, la phase 4, rappelez-vous, dans cette zone-là, clairement, acheteurs comme vendeurs vont s'en renvoyer la baballe. C'est pour ma part les acheteurs qui vont gagner, et si c'est bien le cas, prenez vos stop-loss si vous avez pris une stratégie vendeuse. C'est aussi simple que ça, ok ? Voilà, ceci dit, je pense qu'on en a fait le tour. Donc que ce soit sur les indices ou pour ma part la volatilité s'exprime sous sa forme la plus pure, c'est-à-dire on secoue les débiles et puis évidemment il ne se passe rien en soi, puisque tant qu'on n'est pas, à mon avis, début octobre, ça peut encore chahuter dans les deux sens, et tant que pour ma part on ne touche pas les bornes de volatilité 4 heures sur les indices, je reste en faveur de structures de recherche d'achat dans ma zone grise. Mais cette structure, elle est conditionnée à des signaux techniques. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc, je reste en position et puis on verra. Sur la partie crypto, le délire, c'est de dire, bon, on en a mangé une bien belle hier, mais quand même, demain, on se mange le merge. Donc, attention, encore une fois, si le merge se passe bien, alors que tout le monde s'attend à ce que ça se passe pas bien, des forks, de la volatilité, tout ça, la seule chose que ça va causer, encore une fois, c'est une hausse des prix. Et il y a de fortes chances que tous les smart contracts, ou en tout cas toutes les blockchains type proof of stake en profitent également. Donc on va faire attention à tout ce cheminement extrêmement psychologique que conditionnent les marchés en ce moment. Il s'agit franchement juste d'être sur les bons time frames. Les bons time frames, c'est au moins du daily, voire de l'hebdo sur les cryptos. Donc clairement, la volatilité d'hier, elle est inexistante, on la voit à peine sur le daily. Enfin, vous voyez, ça me choque pas, moi, ce qui s'est passé hier en daily. En hebdo, c'est même pas visible. Voilà. Donc, on fait encore attention. Pour l'instant, on va dire, la volatilité me semble relativement contenue. Elle est extrêmement impactante sur les UT de court terme, tout ce qui est 4 heures. Mais là, comme on l'a vu, sur certains facteurs, comme par exemple le S&P 500, on a des alertes de volatilité sur ces UT-là. Donc, arrêtez de surinterpréter les chiffres en disant du coup la Fed va faire 100 points de base, elle va casser l'économie, donc tout va s'effondrer, donc machin. Mais c'est encore une fois des événements très conditionnés et qui doivent exactement se passer comme vous l'avez dit. C'est-à-dire il faut que la Fed fasse 100 points de base. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas ? Vous avez déjà tout le reste du raisonnement qui s'effondre. Donc arrêtez encore une fois de produire des parties d'échecs 40 coups en avance.
Ça reste une partie d'échec et on l'a vu, les alertes de volatilité montrent surtout que les prix vont réagir de façon probablement exacerbée. Donc essayez-vous, au contraire, de garder la tête froide. Voilà le message du jour. Allez, ciao ciao!